Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Tu sais un peu en quoi consiste le podcast, mais il y a un certain nombre de questions qu'il faut qu'on te pose avant pour être sûr que on ne te met en aucun cas en danger. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous? Je suis ouverte à toutes les questions et à tous les sujets, donc je sais pas trop. Si ça ne tire pas vers le côté professionnel, ça me convient. D'accord. Est-ce que tu appartiens à la communauté LGBT? Oui, j'appartiens à la communauté LGBT. Tu te considères in ou out of the closet? Pour le moment, je me considère carrément in, parce que voilà, pour des raisons assez sécuritaires, je préfère ne pas m'exposer pour le moment. Dans le sigle LGBTIQ+, à quelle lettre t'identifierais-tu? Je me sens entière et je m'identifie comme une lesbienne à temps plein, si on va dire ça. Quel pronom souhaites-tu utiliser? Elle. Ok, d'accord. Où est-ce que tu vis? Je vis au Cameroun, je vis plus précisément dans la ville de Douala. D'accord. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que ça te dérangerait peut-être de donner un aperçu de qui tu es et de ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans, j'habite à Douala, je suis célibataire. J'adore le chocolat et le vin blanc. Je sais pas trop si ça fait partie néanmoins, ça fait partie entièrement de moi parce que vraiment, le chocolat et moi, c'est plus qu'une histoire d'amour en fait. Voilà, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En ce moment, j'essaie de me débrouiller dans la fonction publique. Ok, on rentrera pas dans les détails. Et ça te plaît ce que tu fais? Bon, pas tellement. Ça me plaît pas tous les jours, mais ça me plaît des fois. Mais quand il faut déjà attaquer ma communauté, à savoir la communauté LGBT, ça commence à me rendre un peu triste parce que là, je commence à avoir des remords vis-à-vis de ce choix de métier que j'ai eu à avoir. D'accord. Doublement merci d'avoir accepté parce que j'imagine que ça n'a pas du tout été facile. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que voilà, tu étais attiré par les femmes et tu as commencé à t'exprimer dans ce sens-là? En fait, c'était une envie que j'ai refoulée jusqu'à mes 22 ans. À l'époque, je m'identifiais comme étant hétéro, mais avec les hommes, j'étais plus une apparence, quelque chose que je faisais parce que je voulais faire plaisir à ma famille qui a une idée très sérieuse du mariage et voilà, pour ne pas attirer l'attention, mais j'avais toujours ces envies-là de me sentir un peu plus en intimité avec des femmes. Et ces envies, à chaque fois, étaient tout le temps refoulées. Et ce qui fait que pour atténuer la chose, je suis quittée de hétéro à gay friend. Donc, j'ai commencé à me lier d'amitié avec des homosexuels que j'acceptais et avec qui je me sentais franchement mieux. Je pense que la chose se déclenche lorsque je fais la rencontre de ma première compagne. Bon, je fais sa connaissance comment je rentrais du lycée et elle demandait son chemin. Alors, je lui indique le chemin et voilà, quoi. Après ça, je sais pas comment on fait. On se revoit un soir. À l'époque, il y avait une boîte de nuit qui chauffait beaucoup là, Orange Métallique. On se revoit une fois là-bas. Je suis avec des amis. C'est elle qui me reconnaît. Moi, j'avais oublié. Et c'est ainsi qu'on garde le contact. Il a fallu la toute première nuit avec elle pour que j'annule mon mariage qui avait lieu le mois qui suivait et que je mette un terme à la relation avec le gars avec qui je vivais maritalement. Bon, jusqu'aujourd'hui, les raisons pour lesquelles le mariage a été annulé, je n'ai jamais fait part de ça à ma famille, encore moins à celui-là.
Mais je pense que c'est avec elle que j'ai vraiment appris à m'extérioriser parce que elle, quand elle est tombée sur moi, elle a eu elle a vu quelqu'un qui cachait mal ses pulsions, ses émotions et ses envies-là. Et au fur et à mesure, elle a réussi à me faire extérioriser ça, mais de façon un peu plus discrète. Donc, je pense que c'était comme ça, et voilà. Ce qui fait que je n'ai vraiment plus envie d'avoir de relations d'apparence avec des hommes. Et le temps est passé, et voilà. Les femmes sont devenues à peu près mon quotidien. C'est tout. D'accord. Alors, je sais pas si Elsie veut partir en premier, mais... Non, je m'y attendais pas. Tu as annulé ton mariage. Oui, complètement. En fait, moi, j'appartiens à une famille, vous voyez, bon, pour eux, c'est qu'à 25 ans, tu dois être marié, tu dois avoir ta maison, tu dois avoir ci, tu dois avoir ça. Bon, oui. Je suis dans une fratrie de 6, parce qu'il y a une qui est morte, malheureusement, ça fait 2 ans. Et la plupart de mes sœurs ont suivi ce canal de ma mère. Et oui. Voilà, c'est parce que ma mère, elle était un peu genre, c'est elle qui dirigeait tout, c'est elle qui, enfin, genre très autoritaire en fait. Et oui. elle a voulu que sa vie ressemble à celle de ses filles, parce que voilà, quand tu te maries à 25 ans, c'était que voilà, elle avait réussi ton éducation. Ouais. Malheureusement, moi, je suis un peu sortie du lot parce que, voilà, bon, c'est vrai, à un moment, elle m'a dit que j'étais sa plus grosse déception, mais si elle sait pourquoi je le suis vraiment, je crois que là, elle va piquer une crise. Mais néanmoins, je pense que je n'ai pas voulu, en fait. Je me suis sentie mieux et soulagée parce que la preuve, mon tout premier orgasme, c'était avec une femme que je l'ai eu. Et c'était avec elle, cette femme, en fait. Oui. Et je me suis jamais sentie aussi bien, aussi mieux dans les bras d'une femme. Du coup, quand j'ai pris mon courage pour lui dire à ce fiancé que, bon, écoute, je sais pas trop, mais je pense que je vais plus me marier, je me suis sentie soulagée. Bien sûr, oui. Je vous épargne toute la foudre que ça a créé au sein des deux familles. Néanmoins, de mon côté, je me sentais mieux. Je me sentais soulagée parce que j'avais un poids sur le cœur. Et je me sentais débarrassée enfin de toute cette comédie, de tout ce tralala pour faire plaisir à ma mère, pour faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui je ne suis pas mariée, mais je me sens mieux et je me sens fière quand je dis à quelqu'un je suis lesbienne, j'aime les femmes. Et mon rêve c'est de finir ma vie avec une femme en fait. Voilà. C'est plus comme avant quand j'avais honte de le dire. Mais quand je me retrouve au milieu des homosexuels comme moi, je me sens mieux, je me sens bien, je me sens super. Alors, je sens que tu as plein de questions. je sens que tu... J'ai pas arrêté de prendre des notes parce que je voulais ne pas manquer un seul rebond. Donc, je sais pas si tu voulais repartir parce que je peux attendre. Je n'ai pas de souci, je peux attendre. Alors, je vais revenir à ma première question. Ma première question, c'était comment tu te rends compte. Je vais d'autant plus insister dessus parce que tu passes de hétéro à gay friendly, puis à première copine. Donc, comment se fait cette transition-là? Parce que je vais supposer que jusqu'à tes 22 ans, il faut qu'on fasse un peu le distinguo ici. Le mariage, tu l'annules quand tu as 22 ans ou c'est à 22 ans que tu rencontres ta première copine? C'est à 22 ans que je la rencontre. D'accord. J'annule le mariage. Je suis déjà au milieu de ma 23e année. Mm-hmm. Mais elle n'est pas encore totalement introduite dans ma vie, en fait. Parce que je me souviens, quand je couche avec elle pour la première fois, ce soir-là, je suis rentrée et je me suis sentie honteuse, en fait. Je sais pas comment je peux... je suis en train de chercher un mot que je veux donner à coupable. Voilà, par exemple, je me suis sentie coupable. Je me suis sentie coupable parce que je me faisais des reproches, genre j'ai été très faible parce que j'avais promis de ne jamais exprimer ces pulsions là, mais j'ai faibli et autres. Et donc du coup, je me sens bizarre, je me sens sale.
Et du coup, je coupe un peu les ponts avec la fille. Et je continue la comédie avec le garçon jusqu'à ce que la fille débarque et s'impose. Et s'impose vraiment de façon très très présente. Genre, une fois, elle a débarqué au bahut. Une fois, elle est arrivée chez nous. J'étais complètement affolée. Et oui, enfin, la chance, c'est que à l'époque, j'habitais au rond-point Petit Pays, là, les immeubles classiques. Et du coup, il y a notre balcon donnait de l'autre côté. Alors, j'entends quelqu'un qui crie mon nom dehors. Et quand je guette, je vois que c'est elle. Donc, du coup, j'étais toute paniquée. Et j'ai sorti rapidement en courant pour essayer de la faire sortir du cadre où ma mère pouvait la voir. Et on est allé très loin dans sa voiture. Donc, ce qui déclenche la chose, c'est que elle me dit, tu ne vas pas nier ta personnalité toute ta vie à cause des réalités de votre société ou encore des volontés de ta famille. Parce que tu peux pas nier ce que tu es. Alors, c'est une sexualité que tu n'as pas choisie. Mais avant, je veux dire que, enfin, je vais pas rentrer sur cet épisode, mais avant, parce que tu dis, tu t'es senti coupable, tu as failli. C'est-à-dire que, est-ce que tu avais été exposé à des relations homosexuelles avant? Ou alors est-ce qu'il y a, enfin, pourquoi tu te sens coupable? Je me sens coupable, pourquoi? Parce que je suis en train de faire une autocritique. Quand je réalise que je suis attirée par les femmes, j'ai 18 ans. Mais de 18 ans à 22 ans, je les repousse, je refoule complètement ces pulsions. Parce que je me dis, ok, on va faire ce que ma mère demande. C'est-à-dire me marier avec un homme. C'est ainsi que lorsque je le fais avec elle, je me sens coupable d'avoir transgressé mes propres interdits. Mais comment tu réalises, à 18 ans, comment tu réalises que tu es attiré par les femmes? Je sais pas. C'est à cet âge-là que ma sexualité a commencé à être un peu distinguée. Et je me sentais mieux avec les filles. À chaque fois que j'étais avec une fille, par exemple, ma voisine de banc, bizarrement, j'avais tout le temps envie de lui rouler des pelles parce que déjà, elle avait une bouche super jolie, des lèvres un peu genre. Bon, du coup, à chaque fois, j'avais envie de les mordre. Et elle sentait toujours super bon. Donc, bref, chaque fois que je me retrouvais avec des filles, j'étais très tactile. Très tactile. J'étais en train de faire un câlin pour rien. J'étais en train de faire des bisous dans le cou, pour un oui, pour un... Bref, j'avais toujours des envies de... Je sais pas... Il y avait toujours un esprit qui me disait, voilà... Bon, bref, je sais pas trop comment je expliquer ça, mais je me sentais bien avec des filles et pas bien genre entre copines, bien genre voilà quoi. Je m'identifiais moi au milieu dans une orgie romaine avec toutes ces filles. Donc du coup c'était en fait c'était ça en fait. Et je refoulais ça parce que je disais arrête parce que tu es bizarre parce que je disais c'est pas bien. De deux, ça fera que les autres te voient de façon bizarre parce que elles sont en train de parler tout le temps des garçons, mais toi, tu as toujours envie d'être là, à te frotter contre elles et tout, ça fait bizarre. Donc, il faut avoir une attitude, une posture assez normale, comme les filles de ta génération, tu vois un peu, je sais pas comment je peux m'expliquer. Donc, c'est ainsi que je me fais violence. Je décide de me faire violence. Je dis, ok, tu arrêtes. Ce n'était pas facile parce que c'était un combat gagné d'avance contre moi-même. Et voilà, jusqu'à ce qu'il y a eu l'élément déclencheur et voilà quoi. Alors, ta censure, elle vient d'où? Est-ce que à ces 18 ans, est-ce que le sujet était déjà abordé dans ta famille ou avec tes proches pour que tu saches que c'était interdit? Ou est-ce que tu l'avais lu quelque part? Comment tu réalises que voilà, cette orientation sexuelle-là, elle est interdite dans mon environnement? Je la lis dans la Bible parce que ma mère, ancienne de l'église de son statut, nous faisait des cours bibliques, on le faisait tous les mercredis, tous les samedis aussi, donc c'est dans la Bible. Et quand je lis ça, je dis ok, c'est ainsi que je commence
à me poser des petits interdits, des petites barrières, des petites frontières que je m'interdisais de franchir. D'accord. J'ai eu mes éléments de réponse parce que je voulais comprendre ton refoulement, comment voilà, je sais que si est monté ou si est descendu. Donc, désolé si j'ai un peu insisté dessus, mais je voulais avoir la vue complète. Ça me dérange pas. Et en même temps, ça me replonge dans des souvenirs assez plaisants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui serait, on va dire, le frein principal? Qu'est-ce qui te retiendrait de sortir du placard? De faire quoi, de placard? De sortir du placard. Ah, de sortir du placard? Oui. Ce qui me retient, c'est mon pays. Dans mon pays, cette pratique est interdite et c'est ma famille. Parce que, comme je le disais, ma famille est très carrée. Déjà, le sujet de l'homosexualité, même, le sujet là-bas, c'est un sujet très clos, parce que comme je vous ai dit, ma famille assez chrétienne n'aborde même pas ce genre de sujet. Et ma fonction au niveau de cette république c'est un peu comme une muselière que j'ai au niveau de la gueule, parce que je ne peux pas m'exprimer complètement. Pourquoi? Parce que au niveau de la condamnation sera double, puisque voilà, je suis censée faire partie des gens qui condamnent et qui sanctionnent ceux qui le font. Ce sont les deux choses qui m'empêchent de sortir complètement du placard. Ça doit être dur psychologiquement, non? C'est quelque chose que tu veux exprimer, quoi. C'est un peu comme vous voyez des gens qui appartiennent à des partis politiques, qui font des marches, qui s'expriment dans la rue et tout. C'est la même chose, en fait. J'ai envie de lui crier sur tous les toits. T'es obligé de jouer le jeu devant tes collègues, devant ta famille. Et qui sont enfin, je veux dire, est-ce que dans ta famille, il n'y a aucune personne à qui tu peux te confier sur ce sujet? Il y a vraiment personne, ou alors tes confidents, c'est vraiment tes amis de la communauté LGBT? Mes confidents sont mes amis de la communauté LGBT, parce que au sein de ma famille, je ne vois vraiment personne. Que ce soit au niveau de mes sœurs, que ce soit au niveau de ma mère, et même au niveau de mon petit frère, je ne pense pas. D'accord. Bah, tu disais, tu joues le jeu. Quel est le jeu que tu joues maintenant auprès de ta famille depuis que tu as annulé ton mariage? Comment est-ce que tu navigues ton homosexualité dans ta famille sans, je vais assumer jusqu'ici, soulever des soupçons? En ce moment, je pense que côté mariage, ils ont compris que je ne suis vraiment pas décidée à me marier, puisque jusqu'ici, en dehors de celui avec qui j'étais, ils n'ont vu personne. Je ne les ai jamais présentés qui que ce soit, au point où ma mère peut-être a voulu auprès de ses copines me présenter à ses fils et tout. Mais de mon côté, elles savent que moi, je suis appelée à être célibataire endurcie. Donc, la seule pression que j'ai en ce moment, c'est que voilà, elles veulent au moins me voir enceinte. Mais des soupçons au niveau de mon homosexualité, il y en a pas. Il y en a vraiment pas. Et je fais un maximum d'efforts en famille de me montrer assez discrète là-dessus. Très discrète même d'ailleurs. Et du coup, comment tu entretiens tes relations justement avec ces femmes? Où est-ce que tu les rencontres et comment tu vis ces relations dans un pays assez homophobe et aussi avec des proches qui le sont? Généralement, mes relations se font de façon très discrète. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile parce que dans mes relations, je crois que j'ai toujours été la plus expressive, mais dans la société dans laquelle nous sommes, on évolue beaucoup de façon discrète. Si par exemple je suis en couple et que il arrive qu'on sorte, qu'on marche dans la rue et tout, ces gens, on est comme deux amis. Parce que même au sein de ma famille, quand je présente peut-être mes compagnes à ma famille, elles savent que ce sont des amis. Par exemple, mon ex-compagne récemment, elles savent que voilà, ma famille savait que c'était une amie, une très bonne amie à moi, jusqu'à présent même. Beaucoup essaient de demander des nouvelles d'elle et tout. Donc du coup, voilà quoi, c'est aux yeux des autres, pardon, c'est plus amical en fait. Même si c'est souvent compliqué, mais en intimité, c'est autre chose.
comment tu les rencontres? Bon, généralement, c'est par hasard. Bon, je sais pas trop. Bon, là, il n'y a pas d'application au Cameroun enfin, je te demande parce que il y a des applications ou pas du tout? Oui, je sais pas, je connais pas, je sais pas. D'accord. Trop, mais bon, c'est plus des rencontres physiques, enfin réelles. Bon, oui, en fait. Enfin, du moins, les relations dans lesquelles je me suis vraiment beaucoup investie ont commencé à être virtuelles parce qu'on s'est connus sur Facebook et après voilà, il y a eu le physique, le contact et puis voilà. Mais comment est-ce que vous arrivez à vous connecter, sachant que aucune d'entre vous ne marche avec une pancarte où il est marqué « Je suis attiré par les femmes ». Je pense que c'est plus une question de feeling. Hein. Je sais pas comment ça s'explique, mais je pense que quand c'est du moins quand Dieu, enfin chez moi, je sais pas trop. Quand je parle, je sais pas comment, je sais pas, j'appelle ça généralement. J'ai une amie qui appelle ça le guédard. Ouais. Quand je croise, forcément je sais. Et généralement, la conversation, je sais pas comment, mais généralement, la conversation commence de façon très platonique. Et après, dans les profondeurs, il y a des phrases, des mots, des trucs qui éveillent les sens, enfin, du moins les sens de ce côté-là. Et voilà, on se, d'accord. C'est cette alchimie, quoi, en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Non, je crois comprendre. Je pense que peut-être la question de Gaëlle, c'est par exemple quand tu rencontres quelqu'un par Facebook, est-ce que là tout de suite tu sens que cette personne est peut-être attirée par les femmes? Comment est-ce que tu le vois? Enfin, vu que c'est virtuel, comment est-ce que tu le ressens? Bon, c'est un peu facile parce que sur Facebook il y a des pages, il y a des groupes, voilà. Bon, moi, je suis pas très groupe gay sur Facebook parce que surtout Facebook camerounais est rempli de malades, des hommes qui se font passer pour des femmes et qui voilà. Bon, je vous ai pas les détails, mais généralement chez moi, j'ai jamais fait le premier pas, donc genre faire la cour à une fille et tout. Donc du coup, c'est toujours genre c'est peut-être un de mes commentaires qui les attire ou alors une phrase ou un truc que j'ai eu à dire qui les pousse à venir m'écrire intimement et voilà quoi. Donc c'est pas généralement c'est facile parce que quand déjà quelqu'un avec qui tu es dans une même page Facebook, je prends peut-être le cas des pages qui luttent contre les droits des homosexuels et autres. Alors forcément c'est quelqu'un qui l'est, c'est vrai, ça peut être un hétéro, ça peut être un bi, mais forcément quelqu'un qui t'écrit comme ça, tu sais déjà que voilà c'est quelqu'un avec qui vous partagez la même cause en fait. Et voilà, parfois ça commence souvent amicalement. Parfois ça peut même pas être cette personne, mais souvent tu peux tomber sur quelqu'un qui t'écrit comme ça, voilà. Et après la conversation s'approfondit, et puis voilà. Généralement, comme je disais la dernière fois, ma dernière compagne, c'était pas sur Facebook que j'ai su, c'était quand on se voit pour la première fois et voilà quoi. Donc c'est quand on se voit pour la première fois qu'on aborde le sujet et qu'on essaye de poser des bases. En fait. Donc en fait le contact ou la découverte mutuelle c'est au feeling, c'est ça? Oui, au niveau du feeling. Ok. Alors il y a deux questions. Celle que je voulais poser initialement, elle est un peu mise en retrait par celle qui vient d'arriver parce que tu parlais de Facebook et tu parlais de commenter, les gens viennent et t'écrivent. Est-ce que tu publies à visage découvert? Si oui, est-ce que tu n'as pas peur à un moment donné d'être pointé du doigt sur les plateformes? Ah non, publier à visage découvert, je publie pas. Je peux peut-être si je veux le faire à visage découvert sur une page par exemple, je me rassure que la page a une confidentialité assez limitée. Néanmoins, je suis plus expressive avec un faux compte. Donc, du coup, je me retrouve avec deux comptes Facebook parce que dans l'autre compte, dans le fake, on va dire ça, je me sens vraiment expressive et je me lâche à fond parce que là, j'appartiens à toutes les pages, nationales comme internationales. Et voilà. Donc, je m'exprime très rarement à visage découvert. Alors, vraiment très, très rarement. D'accord, donc tu utilises ton faux compte pour tisser des liens avant de les approfondir. Oui. D'accord. Et maintenant, parce que je vais revenir un peu sur
la famille est la couverture que tu utilises, voilà, pour présenter à ta famille, il y a souvent des complications. Tu vas peut-être me dire si je me trompe ou ça n'a jamais été ton cas, mais il y a des complications. Dans le cas où la famille et la copine du moment se lient d'amitié, comment est-ce que tu gères ça? Enfin, ça t'est déjà arrivé, et comment est-ce que tu gères ça? Et la troisième question qui coule de source après celle-là, mais ce serait de savoir si tu as déjà eu une copine qui, après que tu l'aies présentée à ta famille, votre relation s'est peut-être arrêtée pour n'importe quelle raison, a menacé de dévoiler ta couverture à tes parents. Donc, je crois que ça fait trois questions. Je sais pas trop si je dois remercier Dieu, mais je suis jamais tombée sur des copines assises givrées comme ça. Mais je fais vraiment l'effort de limiter. Enfin, déjà même c'est pas un effort proprement dit parce que pour être sincère, mes copines ne se sont jamais senties proches en famille. Les amitiés n'étaient pas très profondes. Je prends le cas de ma dernière compagne. Elle s'entendait juste mieux avec ma grande sœur parce que elle se partageait des cigarettes et comme on vivait dans la même maison et que j'arrivais à ma grande sœur de venir me rendre visite et tout, voilà. Donc du coup, voilà, c'est tout. Elle s'échangeait 2 ou 3 mots, 2 ou 3 phrases parce que voilà, elles étaient autour des cigarettes et autres. Mais ça n'a jamais joué dans la relation parce que voilà, devant la famille, on était 2 amis, tout simplement, mais voilà. Et après, même que la relation soit terminée, la relation avec la famille aussi s'est arrêtée. Donc, ce n'est vraiment pas très fort. C'est pas trop, Et j'évite vraiment beaucoup. Mais J'évite aussi. Ça me soulage un peu parce que, comme on dit, les réactions des gens on les connaît pas. Ça peut être un geste, ça peut être une phrase qu'on peut prononcer, et ça peut éveiller les sens. Et voilà. Donc. C'est un peu ça, quoi. Mais la famille se pose pas de questions sur ce défilé d'amis. Elle n'a jamais abordé le sujet, que ce soit tes frères, tes parents, ils n'ont jamais abordé le sujet. Bon, déjà, défilé, c'est trop dire parce que jusqu'ici, en tant qu'amie, entre guillemets, n'était qu'une seule. Ah. Parce que ma précédente relation avec celle-ci était une relation à distance. Donc, elle, là, on ne l'avait jamais vue. Et la relation s'est arrêtée aussi comme ça. Donc, la famille ne s'est pas vraiment posé des questions. Oui. À vrai dire. Au contraire, parce que c'était d'ailleurs une très bonne comédienne. Et voilà, donc la famille ne pouvait vraiment pas se douter que voilà, se frotter quelque part. D'accord. Je sais pas si en ce moment tu vis seule ou si il t'est déjà arrivé de vivre avec tes compagnes. Et justement, je me disais, si jamais tu les présentes à ta famille, le jour où ça finit, est-ce que ta famille ne se pose pas de questions en se demandant, finalement, elle est où ton amie? Enfin bref. Et d'ailleurs, tu dis que tu l'héberges. Tu sais quoi l'excuse que tu utilises? Donc déjà, quand je quitte la maison familiale pour aller vivre seule, oui, je crée une ambiance chez moi qui pousse ma famille à s'adapter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que elles ont appris à ne pas trop se poser des questions sur des personnes qu'elles trouvent chez moi. Pourquoi? Parce que déjà, comme elles savent que je suis toujours avec des femmes, donc du coup, elles savent que ce sont des amis. Donc quand elles ne voient plus trop ces femmes venir, la question n'est pas posée. D'accord. Du coup, c'est pas trop sérieux parce que même si on se perd à poser la question, je dirais écoutez, voilà, elle est partie, c'est tout. D'accord. Alors Jessica, tu passes d'une relation avec un homme à une relation avec une femme. Comment est-ce que tu vis le changement? Parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est facile pour toi de t'adapter? C'est vrai que tu avais déjà ces pensées, tu étais attiré par les femmes, mais est-ce que ce que tu t'es imaginé à tes 18 ans, quand tu étais attiré par tes camarades de classe, est comparable à ce que tu vis lorsque tu rencontres ta première compagne? Non, c'est vraiment pas comparable parce que quand je me retrouve avec ma première compagne, c'est vraiment plus sérieux. Même si ces pulsions et ces envies, je peux déjà les réaliser. Et si c'est plus sérieux et c'est plus difficile parce que
j'ai affaire à quelqu'un qui royalement s'en foutait et était protégé déjà par le statut diplomatique, mais s'en foutait parce que ne savait pas comment se comporter devant des gens pour ne pas faire croire à ces gens qu'elle était gay, en fait. C'était difficile parce qu'il fallait déjà me comporter normalement avec elle, parce que j'apprenais, mais j'ai appris beaucoup. Et il fallait essayer de la ressaisir. Je sais pas comment je vais m'expliquer, de temps en temps, de la recadrer, en fait. Oui. La contextualiser, ouais. Voilà, parce que elle a tendance à se sérieuser beaucoup. Elle aimait me tenir la main en route, elle aimait me caresser les cheveux au restaurant, elle aimait ci, elle aimait ça. Donc du coup, il fallait de temps en temps la recadrer. Et je pense que quand je vis la transition, comment je la vis assez difficilement. Parce que je suis enfin satisfaite que je suis enfin moi, mais je suis dans la peur de ne pas assurer. J'étais un peu chanceuse parce que j'étais tombée sur quelqu'un d'assez patient et de compréhensible et qui avait compris cet handicap-là. Mais pour que je me débarrasse de cet handicap, c'était compliqué parce que, comme je disais à une certaine époque de ma vie, j'avais un très énorme manque d'estime de moi-même et je n'étais pas sûre de mes capacités vis-à-vis de cette nouvelle aventure que j'avais tant refoulée, que je décide enfin d'assumer, en fait, même si je ne l'assumais pas de façon ouverte. Donc, j'essayais de vivre cela, mais dans la peur. Dans la peur. Vraiment, ça, je vais pas le cacher. J'avais trop peur parce que même quand on faisait l'amour, j'étais très réservée. Enfin, j'étais devant l'objet, là. Mais ces gens, si tu n'as pas écoute, tu n'as pas eu moyen d'utiliser, tu sais pas. Mais avec le temps, ça s'est passé très bien. Maintenant, le seul problème que j'avais en ce qui concerne ma transition était le regard des autres. Était vraiment le regard des autres. J'étais toujours en train de me dire, est-ce que c'est le bon choix? Ok. Si c'est le bon choix, est-ce que tu es heureuse? Ok. Si tu es heureuse, ok. Mais à chaque fois, il y avait des gens qui disaient, je me disais toujours que peut-être quand on nous voit nous deux, ça s'affichait, et voilà, quoi. Et comme elle est androgyne, donc c'était genre, bon. Donc ça faisait toujours bizarre. Ce qui fait que les sorties, au début, je limitais beaucoup avec elle. J'avais peur, voilà. Mais au niveau de sa communauté, j'étais free, hein, donc voilà, quoi. On savait que j'étais sa compagne, j'étais sa copine, et voilà. Mais parce que il y a aussi cette transition, il y a pas seulement cette transition interne, là, il y a aussi la transition externe avec tes parents et avec ta foi, puisque tu allais à l'église. Comment est-ce que tu navigues tout ça? Parce que ça fait beaucoup d'un coup si tu te décides d'assumer, de te dire, voilà, je suis avec des femmes ou je me sens mieux avec des femmes. Il y a un travail sur soi qu'il faut effectuer. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça au point où tu es confortable avec ton orientation sexuelle aujourd'hui? J'avoue que ça a été très compliqué. Ça a été très difficile en ce qui concerne ma foi. Ma famille il n'y avait pas trop de travail à faire. Le seul travail qu'il y avait à faire, c'est de calmer la tension que j'avais moi-même déclenchée en annulant mon mariage. En ce qui concerne mon homosexualité, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que je m'étais décidée de ne rien leur dire. Absolument rien. Alors, il se devait d'accepter tout simplement que je ne me marie pas et je n'ai pas l'intention de le faire parce que je ne fais pas partie, enfin, je coupe cette chaîne-là, dont je me détache vraiment de ça. Maintenant, en ce qui concerne ma foi, c'était compliqué parce que à un moment, j'ai arrêté de prier. J'ai allé à l'église, mais j'allais à l'église pour faire plaisir à ma mère. Je n'y allais plus parce que c'était normal, parce que c'était le dimanche et j'avais envie d'y aller. J'allais à l'église parce que, voilà, c'était la tradition le dimanche. À un moment même aussi, je commençais j'avais honte. J'avais très honte. Parce que je me disais, ok, Dieu me voit, voilà. Mais après,
j'ai commencé, je sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais j'ai commencé à prier et je me suis appuyée au niveau de la miséricorde. Je voudrais ajouter que ce qui me motive encore, c'est le débat des homosexuels avec l'Église catholique. C'est ça qui me motive. Je comprends que on peut être homosexuel, mais on peut être croyant parce que Dieu, dans sa miséricorde, nous accepte tel qu'on est, même si c'est un péché. Dans ma prière, je dis à Dieu, je n'ai pas choisi ça. Je vais accepter parce que je me sens mieux comme ça. Et honnêtement parlant, je peux pas m'en défaire. Et j'ai su que ça marchait parce que dans mes prières, il y a eu des choses que je lui demandais qui se sont réalisées. Alors je me disais, ah tiens, bah écoute, voilà, je peux être fan de la chatte, mais voilà, si je lui demande l'argent, c'est-à-dire que si ça vient, c'est voilà. Donc c'était un peu ça, quoi. Et je me suis remise dans cette confiance de ma foi et à mon plus grand soulagement. C'est vrai, j'étais plus avec Anne-Véronique, mais c'était quand même plaisant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, être homosexuel, c'est toujours un péché? Puisque tu disais, tu t'es dit que c'était un péché, et puis tu t'es raccroché à la miséricorde divine. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, être homosexuel, c'est un péché? Non. À mon niveau, non. C'est pas un péché. On ne choisit pas de l'être. C'est pas comme si je suis entrée dans un magasin, je vais choisir un livre. Non, moi, je m'en veux même. Je m'en veux. Si je dois même m'en vouloir, c'est d'avoir refoulé ça. C'était à tort. Je me sens même parfois ridicule quand j'explique à quelqu'un que ça m'arrivait de penser à une chatte et d'en avoir honte. Parce que, sérieux, quoi. C'est une sexualité. As-tu essayé de changer pendant que tu as traversé cette période-là? Est-ce que tu as essayé de revenir aux hommes et à ta relation, à ta vie d'avant? Non. Non, jamais. Okay. Jamais. Honnêtement, je crois même que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas toujours d'enfants, parce que imaginer un homme me toucher encore, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas trop. Ça ne m'a même plus jamais traversé la tête. Est-ce que quand tu la rencontres, tu sais déjà que c'est interdit, au-delà du fait que ta famille n'en parle pas ou que la religion, est-ce que tu sais que c'est légalement interdit des relations entre des personnes de même sexe au Cameroun? Non, je ne savais pas à cette époque-là. Je crois même que c'est avec elle que je l'apprends, mais ça ne m'a vraiment pas freiné, absolument pas. J'ai même trouvé ça injuste en fait, et je trouve toujours ça injuste jusqu'à présent. Même si je travaille pour la justice, je trouve ça injuste. Ok. Je voulais savoir, Jessica, est-ce que donc tu dis que c'est ta première rencontre, enfin la rencontre qui se révèle à toi, c'est quand tu as 18 ans, c'est ça? Je me trompe. 22? Et 22 ou 18? 22 ans. 22. Mais avant ça, tu n'avais jamais eu enfin, je vais pas dire de relation, mais même de quelque chose qui pouvait qui pouvait te faire penser que tu étais peut-être attiré par les femmes. Je sais pas, enfin, parce que tu voyais, je sais pas si tu voyais des séries. Oui, enfin, je vais pas dire enfant, je dirais peut-être en tant que jeune ado, peut-être. Est-ce que il n'y avait rien qui te faisait penser que tu aurais pu être, enfin, que tu avais peut-être une attirance pour les femmes? Enfin, c'est vrai que tu as parlé du fait que au lycée, tu aimais beaucoup accompagner des femmes et tout. Mais je veux dire, avant les 22 ans où tu rencontres ta première compagne, est-ce que tu t'es jamais posé la question, est-ce que ça ne t'est jamais venu à l'esprit que peut-être j'avais cette attirance j'ai une attirance pour les femmes, ou je suis différent, pour être sincère, j'étais très fan des séries et des films gays. D'accord. Mais je ne regardais. Ce qui me motivait, ce n'était pas mes pulsions. C'était la curiosité, en fait. J'admirais le courage des femmes en train de s'embrasser devant une caméra aux yeux de tout le monde. Donc, c'était la curiosité qui stimulait mon envie de regarder des séries, des films gays. Est-ce que... Oui. Non, vas-y. Parce que je veux savoir, en fait, quand tu dis... Oui, il y a série. De quelle série on parle? Et quand tu dis tu trouves le courage, c'est-à-dire que j'ai l'impression que
Tu regardais les gays, genre tu étais assise sur ton piédestal, ce n'est aucunement préjuré, mais tu étais assise de ce côté et tu regardais les homos de l'autre côté, genre mais vous êtes mignons, vous tous là, vous êtes trop choux, c'est vraiment bien. Non, du tout, tu n'y es pas. En fait, quand je parle de curiosité, c'est quoi? Bon, j'habille, hein. Je les enviais en fait, parce que dans ces séries, dans ces films, il y avait cette assurance de soi-même que ces acteurs avaient, tu vois un peu. Et chez moi, c'était nouveau et stimulant parce que je regardais, j'enviais la curiosité. Du moins, ça, j'étais dans mes 16-17 ans quand je commençais à aimer vraiment les séries du genre. Et ça se regardait de façon très discrète parce que je regardais ça au lycée, peut-être chez une amie. Et voilà, quoi. Chez moi, c'était un peu comme... Je sais pas si je vais appeler ça leitmotiv, mais moi, je regardais ça me plaisait bien. Enfin, c'était pas la procuration, hein, mais je les enviais, sincèrement. Oui, tu es très courageux. Je sais pas si Gaël a compris, mais je les enviais vraiment. Parce que devant les caméras, s'embrasser, se toucher, s'exprimer. Je me rappelle, je connais plus le film, ça fait très, très longtemps. C'est ce que j'allais poser, en fait. Justement, et qui avait presque mon histoire, qui était mariée. Bon, elle était mariée déjà, avec des gosses et tout, mais qui a quitté, marié, enfant, pour essayer. Bon, moi, je trouvais ça courageux, je trouvais ça brave. Je disais, waouh, est-ce que je pourrais? Et après, quand je faisais de regarder, je disais non. Oui, après j'ai pu. Mais moi, quand je faisais de regarder, je disais non, arrête, non, ne fais pas comme ces filles, c'est que du film, c'est que voilà, c'est que machin. Mais après, j'ai pu, comme tu dis. Tu parlais de série. Si on peut juste avoir la série avant qu'on arrive. C'était quelle série? Oula. Waouh. Bon, je me souviens vraiment plus. Sincèrement, je vois, il y a beaucoup qui défilent dans ma tête. Je me rappelle plus vraiment, ça fait longtemps. Ok. Il faudrait que tu te rappelles de quel film ou de quelle série tu as vraiment aimé, parce qu'il y a une question qui arrive après, qui est relative à cela. Voilà. Pour celles qui me reviennent, ce sont des films récents que moi je regarde quand j'étais déjà vraiment, quand justement je suis déjà vraiment dans la relation, dans ma première relation. Il y avait une série à l'époque qu'on appelait The L World, je crois, à l'époque. Bon, je sais plus trop, mais bon, moi je la découvre quand je suis déjà avec elle. Et voilà, il y avait une actrice à l'époque là-bas que j'aimais beaucoup, que j'appréciais beaucoup, pas que j'aimais. D'accord. Mais je crois qu'elle continue la série, je crois. Moi, ils ont sorti une sorte de suite. Oui. Okay. D'accord. Elwood, c'était quoi, 2004? C'est sorti en 2004 et... Oui, Elwood commence en 2004, oui. Forcément, les familles bourgeoises ont pu avoir accès avant nous. Je veux dire, les familles bourgeoises ont eu accès avant nous. Voilà. Nous, on attendait les DVD piratés. Mais moi, quand ça arrive au Cameroun en 2004, non? C'est en 2004 que... Moi, je crois que je vois mon premier épisode oui, c'était en 2004 ou 2005 sur Canal+, je crois. Parce que j'avais une amie qui avait la chance je sais pas comment elle faisait ça, mais qui avait la chance d'avoir des épisodes que nous on attendait dans les DVD, piratés qu'on organisait et qu'on regardait. Je sais que juste avant ça, il y a eu Queer as Folk. Je crois que c'est la première série, la toute première série. Laquelle? Queer as Folk. Est-ce que tu peux donner le nom, s'il te plaît, parce que ça... Queer as Folk. Justement, c'est une série. C'est une série. Queer as. D'accord, je connais Folk. Queer comme moi, queer as. Je l'ai connu, mais je l'ai pas terminé. Pardon? D'accord. Elle me dit vraiment rien. Ah oui, non, c'est la première, je crois que c'est la première série qui a été, qui abordait, sur laquelle je suis tombée, qui abordait de manière ouverte la sexualité entre des personnes de même sexe. Et elle a commencé à être diffusée en 2000, dans les années 2000. En 2000. Donc, voilà. Et avant ça, il y avait, après ça, je crois que j'ai regardé Bad Girl, Les Condamnés.
Enfin, je voulais juste avoir des repérages. Faut pas qu'on se perde. On va pas revenir sur ma culture parce que voilà. Mais je voulais juste avoir des repérages sur les séries dont Jessica parlait. C'est tout. Quelle est ta position par rapport à la Gay Pride? Oula, j'adore. J'adore. En fait, j'ai jamais eu l'occasion, hein. J'ai vraiment eu l'occasion d'un multiple déplacement, mais en fait, moi, je suis un peu genre, vraiment, quand il faut s'exprimer, il faut le faire à fond, hein. Donc, du coup, l'impression au niveau de la Gay Pride, c'est vraiment comme son nom l'indique. On doit être fier de ce qu'on est. Et peu importe la manière dont tu exprimes ta fierté, tu dois l'exprimer comme tu le sens, comme tu en as envie, quoi. Une comme moi, mon rêve, c'est de me balader en soutif et un gros string aux couleurs arc-en-ciel avec une bouteille de whisky en train de courir complètement et en train de crier. Donc, je dis, chaque personne a sa façon. Ou bien je prends le drapeau LGBT, je m'emballe tout le corps avec à poil, quoi, tu vois. Ou bien je l'attache genre façon pagne à l'africaine. Et bref, je sais pas trop. Mais c'est mais pour vous qu'il y ait une bonne bouteille à goûter. Bref, c'est l'une de... Quelque chose qui est cinglé, quoi. C'est quelque chose que chacun... Voilà, quelque chose qui est cinglé, quelque chose qui est fun, où je carrément et aux éclats au point d'avoir mal à la tête. Donc, pour moi, c'est quelque chose de tellement beau, tellement bien. C'est une fierté d'appartenir à, pas d'être différent, mais c'est une fierté d'exprimer sa sexualité, en fait. Et c'est ça qui me tue dans ce pays, parce que les homosexuels sont vus comme des assassins, des criminels, en fait, on peut carrément libérer un pédophile, on peut le libérer sous caution et condamner à mort un homosexuel dans ce pays. Et c'est ça qui me révolte, parce que je me dis, waouh, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils vivent leur vie. C'est pas comme s'ils font l'amour devant vous. Ils ont juste la particularité d'être différents. Pourquoi tant de haine, de rage? Ça, c'est carrément frustrant, hein. C'est sincèrement frustrant. Ce qui fait qu'à la longue, c'est pour ça que beaucoup pensent à l'exilito. Oui, vas-y. Non, je t'en prie, je vais te laisser terminer. Non, vas-y, pose ta question. Non, je veux dire, quand je dis qu'il y a autant enfin, je suppose qu'il y a beaucoup de frustration qui découle de ça. Le fait de ne pas pouvoir vraiment s'exprimer librement. Oui, énormément. Mais comment ça joue sur ta santé mentale, je dirais? Est-ce que c'est un poids ou est-ce que enfin, je sais pas, comment est-ce que tu évacues ça? Est-ce que tu en parles à ceux avec qui tu peux en parler? Est-ce que tu peux voir un thérapeute? Je sais pas. Enfin, comment tu vis ça? C'est peut-être toute cette frustration. En fait, la vérité est que c'est la raison pour laquelle j'évite beaucoup de me retrouver avec des hétéros. Généralement, si je suis pas avec des amis homo, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup, mais si je suis pas avec des amis homo, je me retrouve seule. Et je me sens mieux seule si je suis pas avec. Parce que, je le dis depuis le début de l'émission, je suis extrêmement expressive. Donc, dans un débat hétéro qui parle des homosexuels, il y aura toujours quelqu'un qui va me poser à lui poser la question de savoir en quoi est-ce que un homosexuel te dérange. Le dernier débat que j'ai eu avec, c'était au bureau. Il y a eu un cas où à Yaoundé, un homosexuel avait été battu copieusement et autres. Et j'entends un collègue dire, moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais sodomisé avec des tiges de fer à béton. Et je l'aurais décapité. Si je ne le décapite pas, je lui passerai l'envie de bander encore. Je le dis, j'ai la chair de poule, parce que dans ce que je dis, ça n'a rien à voir avec l'émotion que ça accompagnait. Il avait vraiment les yeux qui brillaient et tu pouvais voir le vice qui s'est dessiné. J'ai pas tenu, parce que la plupart de mes autres collègues se sont mis à rire. Se sont mis à rire et dire, ah, vraiment, c'est vrai, t'as raison, parce que ces gens
ne mérite pas de vivre. Alors je me suis oubliée. Je lui ai dit, si tu le fais, c'est parce que tu as peur que il te drague et que tu succombes. En quoi est-ce qu'il te dérange en fait? Est-ce qu'il a couché devant toi? Non. Pourquoi tu vas le sodomiser avec des tiges de fer habitant? Et plus je lui posais ces questions, plus mon ton s'élevait. J'ai senti la colère monter et je me suis levée, je suis partie. Dans le fait de me lever, je suis partie et partir, je pense, même si aujourd'hui je pense qu'ils n'ont pas le courage de me dire ça, je pense qu'ils se sont posé des questions. Ça a été horrible pour moi. J'ai pas tenu. Et ça m'a fait très mal parce que je me sentais le gars bastonné, le gay bastonné. Je me sentais très mal je me demandais pourquoi c'est comme ça. Et pour la petite histoire, j'ai un collègue, il a battu sur sa compagne, il a tellement frappé qu'elle s'est évanouie. Il a emballé dans du papier film, je sais pas comment je vais appeler ça, bon, bref, les grands papiers film là, il l'a emballé et il allait la jeter dans un ravin. Vous vous rendez compte? Vous savez pourquoi? Parce que sa compagne le trompait avec une femme. Mais est-ce qu'il n'est pas, il a pas été... Elle n'est pas morte parce que quand il la jette dans le ravin, après l'avoir emballé tout son corps dans le papier film, quand elle tombe dans le ravin en question, le ravin est limité par un drain, un drain. Elle tombe ça s'est passé dans la nuit. Donc, le matin, au petit matin, des enfants qui vont à l'école là, trouvent la dame dans excusez-moi, ça trouve la dame emballée en train de chercher, parce qu'elle suffoquait déjà. Donc, vous pouvez imaginer quelqu'un qui passe toute la nuit jusqu'au matin, emballé dans du papier film, qu'il n'y a pas d'air. Je sais pas comment. Enfin, je pense que c'est un miracle qu'elle ait survécu. C'est un miracle. Alors, la population alertée et tout, voilà. Chance, c'est un quartier populaire, donc du coup, voilà, on a pu la sauver. À lui, on lui a rien fait. Hein. Bon, déjà, il est protégé par son statut, c'est vrai, mais on lui a rien fait. La raison qu'ils ont, c'est que elle le trompait avec une femme, en fait. Sa femme qui n'était autre que sa sœur. Moi, je suis pas là. Je suis en mission. Je trouve le problème quand je rentre au bureau. Le gars, j'entends le gars raconter ça et tout. Ah, machin, elle va rien faire et tout. Bon, en ce moment, la fille est à l'hôpital, en soins intensifs, elle s'en est sortie avec une côte cassée et autres. Alors, moi, je m'oublie parce que, voilà. Je suis allée à l'hôpital voir la fille, parce que c'est une fille que je connaissais très bien, mais je savais pas qu'elle était gay. Bon, voilà. Bon. Et je lui ai pas fait part de ça, je lui ai pas manifesté ça. Je suis juste allée la voir, j'ai compati comme je pouvais compatir, et puis je suis arrivée au bureau. Et je trouve justement, il est en train de parler de la situation. Il dit franchement, voilà, les lesbiennes doivent être brûlées vives, ou bien elles doivent se faire violer copieusement avant d'être brûlées vives et tout. Alors moi, je m'oublie. Je lui dis, en fait, c'est que... non, je lui dis, toi, tu as la chance qu'elle a eu à te tromper avec ta sœur, parce que, en fait, si tu l'as battue, c'est que tu n'es qu'un lâche, et tu as eu peur que les prochaines filles avec qui tu vas sortir, elles te les piquent. Il s'est levé, il m'a regardé. Je crois qu'il a voulu me frapper. Mais mes collègues l'ont retenu. Et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, ce collègue et moi, ça ne passe pas. Alors là, pas du tout. Bah, j'ai envie de te demander un peu, hein. Désolée, parce que c'est un contexte, on parle un peu des choses tristes, mais avoir ton avis sur la situation de Shakiro en ce moment. Pour Shakiro, la situation de Shakiro m'attriste beaucoup, énormément, parce que cet enfant est victime d'abus au niveau de la société. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est très triste de se rendre compte que Shakiro se fait condamner par des gens qui sont comme lui, mais qui ne sont que de gros refoulés, en fait. Et je ne pense pas que ce soit logique qu'on condamne quelqu'un pour une tentative d'homosexualité.
je trouve que c'est assez énorme. Quand on est condamné parce qu'il est travesti, ça peut encore s'expliquer. Ou bien parce qu'on l'a trouvé dans un endroit en train de faire l'amour. Ça peut s'expliquer parce que le code pénal est clair là-dessus. Mais pas qu'on ait eu à faire des choses, à le condamner pour des choses dont on n'est pas sûr. En fait, sa condamnation, c'est genre, reste d'abord là-bas, dans un coin, le temps de trouver si vraiment tu as fait ça. En fait, c'est un peu ça. Et c'est révoltant. C'est extrêmement révoltant parce que, laissons le côté homo, côté humain, c'est révoltant. Dans la même audience, il y avait des pédophiles, des criminels, des assassins, qui l'ont même fait avec préméditation, mais qui ont eu gain de cause, hein. Pourquoi? Dans une société qui valorise, selon eux, entre guillemets, les droits de l'homme. Comment? Ça s'explique. Je sais pas. D'accord. Je voulais demander, parce que ça rentre un peu, la prochaine question, c'était de savoir quel est ton rapport avec la communauté LGBT. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser ta position, par exemple, pour sortir du pétrin un membre de la communauté qui était peut-être en danger? Sinon, est-ce que tu es proche de la communauté LGBT au Cameroun? Et si oui, comment? Être proche, c'est trop dire. En fait, j'observe à distance. Parce que la communauté LGBT camerounaise, qu'on soit sincère, a tendance à s'oublier en commettant certaines exactions. Je peux sortir un membre de la communauté LGBT d'une situation par manière, sans toutefois utiliser mon statut. Mais au niveau de notre propre communauté, on a un grand problème. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que on a tendance à s'oublier qu'on n'est pas accepté. Ce qui fait que il y a des gens qui disent s'assumer devant des hétéros extrêmement homophobes. C'est pour ça qu'on voit les cas de lynchage. C'est pour ça qu'on voit les cas d'arrestation au niveau des bars gays, où vous voyez un quart de police entrer et venir ramasser, interpeller toutes les personnes qui sont là et tout. Parce que nous-mêmes, on ne se fait pas violence de se respecter, de se maintenir. On doit comprendre que nous sommes dans une société qui nous dit, si vous êtes homosexuel, soyez-le entre vous. Ne nous imposez pas ça. Ne nous faites pas voir ça. En gros, quand vous êtes au milieu de nous, portez une muselière. Fermez-la. Tant que notre communauté LGBT Cameroun ne comprendra pas ça, on aura toujours ces problèmes, ces exactions. Et c'est pour ça que je ne sais pas si je dois les appeler les plus prudents, du moins les plus avisés, pensent à l'exil, pensent à l'asile. Parce que la muselière, tu vas pas la porter tout le temps. Tu es obligé de partir. Ou on peut t'accepter. Même si tu es une étrangère, au moins pour les droits pour lesquels tu combats, on t'acceptera pour ça. Donc, je ne suis pas très proche de la communauté camerounaise LGBT pour ces raisons-là. Parce que quand on se retrouve entre nous, même si c'est dans un bar gay, tu vas trouver, il y aura toujours une bagarre, il y aura toujours quelque chose qui va attirer des hétéros qui vont nous lancer des pierres. Et ça me gêne. Tu peux bien les défendre, mais tu es seul contre 1000. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est un peu ça. Je suis genre, comme on dit, un pied dedans, pied dehors. Je suis là, mais après, je vous observe, je vous regarde. Et je participe pas. J'assiste, je combats, je compatis, mais vraiment de façon très discrète. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te plais au Cameroun? Est-ce que tu te vois rester là-bas ou est-ce que tu te vois quitter ce pays justement à cause de la situation envers les LGBT, je parle? Je me vois quitter. Je me vois vraiment quitter parce que je peux plus tenir. Je peux plus tenir parce que, comme je vous expliquais, moi, je suis doublement enchaînée parce que, premièrement, je suis enchaînée parce que je suis camerounaise et mon pays interdit cela. Deuxièmement, parce que ma fonction, mon statut, alors là, chez moi, ce sera plus sérieux, ce sera plus grave parce que
Si c'était 5 ans, chez moi, ça sera 5 ans fois 2, donc 10 ans de prison. Parce que voilà, chez nous, la fonction, la peine est double. Franchement, je ne pense pas tenir. Je ne pense vraiment pas tenir. C'est vrai, je suis célibataire aujourd'hui, mais mon vœu le plus cher, c'est de vraiment vivre ma vie de façon entière et définitive avec une femme. Voir comment fonder une famille de façon normale. Et au Cameroun, c'est impossible. C'est impossible. Déjà que, en ce moment, et vu la situation, quand on voit déjà 2 femmes dans une maison un peu trop longtemps, 3 ans, 4 ans, ça commence à faire bizarre, ça commence à jaser. Et voilà, ça commence à se poser des questions. Donc mon rêve vraiment, c'est que même si ma compagne, peut-être je la croise ici, ou bien quand je partirai là-bas, peut-être je la croiserai, mais mon rêve, c'est vraiment de m'exprimer enfin, de vivre enfin ma vie, en fait. Donc en fait, je crois que tu as répondu, mais on ne peut pas vivre caché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entretenir une relation strictement homosexuelle au Cameroun. On peut pas. D'accord. Du moins, ceux qui l'ont fait, c'est parce qu'elles ont réussi à être très discrètes. Et même jusque-là, c'est compliqué. C'est très difficile. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu souhaiterais avoir des enfants, mais tu es dégoûté à l'idée qu'un homme te touche. Comment est-ce que tu songerais à le faire, vu que c'est le souhait de ta maman ou tes parents ou ta famille, que tu puisses leur donner un héritier ou une héritière? En fait, en ce moment-ci, je pense à la fécondation in vitro. Et la seule chose qui peut me retenir au niveau de cette pratique, c'est de ne pas être sûr à 100% que ça marchera. Je l'ai essayé une fois, pour être sincère, mais ça n'a pas marché. Il est question d'essayer encore. Et je me disais, si ça ne marche pas, le plan B que j'ai, c'est d'essayer de le faire avec un gay. C'est-à-dire un homme, mais qui est gay. Je sais pas si c'est... Excusez-moi, j'ai souvent des idées un peu tordues dans la tête. Non, du tout. C'est que genre, voilà, il est gay. Et voilà. Bon, je pense que ça sera plus free comme ça parce que ces gens, on le fait. Et voilà, quoi. Dès que je me retrouve en cloque, voilà. Ça y est, quoi. Ce sera plus facile parce que là, il n'y aura aucun attachement, aucun lien en dehors du rapport parent-enfant et chacun aura sa vie. Peut-être au niveau de la famille, peut-être certains, peut-être de mon côté, on essaiera de jouer le jeu, mais intérieurement, nous saurons que, voilà quoi, chaque personne appartient à une lettre qui lui est propre et voilà quoi. On va juste essayer d'être proche pour être de meilleurs parents pour l'enfant qu'on aura. C'était l'une de mes options, mais jusqu'ici, j'ai pas un gay sous la main, et voilà, bon, j'espère que... Mais ton souhait, mais ton souhait, dans l'idéal, c'est d'avoir une compagne et de fonder une famille, je suppose. C'est ça? D'accord. Et les enfants que tu auras, les possibles enfants, en te souhaitant vraiment toute la chance qu'il faut pour que ça se réalise, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur qu'ils aient la même orientation sexuelle que toi? Ah non, du tout. Au contraire. J'y pensais souvent et ça m'arrivait souvent de me dire, ok, si ma fille m'annonce qu'elle est lesbienne, alors je ferai tout mon possible de faire d'elle un homosexuel extrêmement responsable et exemplaire. Et je ferai l'effort de lui montrer le bon côté de la chose. Parce que on ne prend pas la décision, on se lève pas le matin, on appuie sur l'interrupteur, tac, on est lesbienne aujourd'hui. Non. On le découvre et on l'accepte. Alors, je serais étonnée, mais je serais fière de lui donner l'éducation que j'ai reçue. Il faudrait qu'elle sache que être homosexuel, c'est avoir des valeurs. Et avoir même des valeurs plus pesantes qu'un hétéro. C'est un peu ça. Est-ce que tu penses qu'on peut être LGBT et être religieux? Oui, je pense, oui. On peut être LGBT et religieux et prier. Ça existe même. D'accord.
Tu songes un jour à sortir du placard? Oui. Oui. Dans quelles conditions? Même tous les jours. Mm-hmm. Là, on dit ça quand je suis déjà partie. Et si tu n'arrives pas à partir? En fait. Tu allumes. Ouais. Réussir à leur dire ça quand je suis déjà partie, parce que, au pire, déjà, je sais pas trop si c'est méchant de dire ça, mais attendre peut-être que ma mère soit morte pour l'annoncer à mes sœurs. Ce sera plus facile. Donc, j'ai deux options. Soit partir et l'annoncer à ma mère et à mes sœurs, parce que mon père, carrément, je m'en fous. Ou alors, attendre que ma mère soit morte pour que, que je le dise à mes sœurs. Parce que ma mère, je suis pas sûre. Déjà qu'en ce moment, c'est pas très, très la grande forme, alors j'ai peur de précipiter ces choses. Donc, je ne suis pas sûre de supporter ce que je vais voir après. Parce que je suis sûre que ma mère sera très déçue. Quel serait ton souhait pour la communauté LGBTIQ+, du Cameroun? Mon souhait vraiment le plus cher, c'est qu'on soit accepté comme nous sommes. On ne demande pas grand-chose en dehors de ça. On ne demande rien à la société en dehors de ça. Et c'est le seul souhait que moi je souhaite à la communauté. Parce que nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des criminels. On ne va pas venir violer vos enfants. On demande juste que nous soyons acceptés dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises. C'est tout. Et qu'au sein de la communauté LGBT camerounaise, que nous soyons plus responsables, que nous soyons plus avertis au cas où la société ne nous accepte pas, mais que nous soyons un peu plus vraiment responsables vis-à-vis de nos actes que nous posons au milieu de tous ces homophobes et même au niveau de ces homosexuels refoulés. Parce qu'il y en a plein. Donc mon plus gros souhait, c'est ça. Comment est-ce que le traitement de l'homosexualité dans les médias a influencé ou continue d'influencer la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle? J'ai pas très bien compris ta question. Comment est-ce que, c'est-à-dire que la manière dont les médias traitent l'homosexualité, que ce soit les médias camerounais, on va commencer par les médias camerounais, et après, si tu veux, on peut étendre aux médias occidentaux, mais je crois que ce serait bien qu'on s'arrête au cas camerounais. Donc, comment est-ce que leur traitement de l'homosexualité, on va prendre peut-être le cas Shakiro, peut-être ce qu'ils ont dit dans les médias, ou en 2007 quand on avait le top 50, ou les arrestations, ou les débats dans les radios sur l'homosexualité. Donc, comment est-ce que tout ce traitement-là joue sur la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle, si ça a une quelconque influence, qu'elle soit positive ou négative? Bon, déjà, malgré derrière tout ce brouhaha, mon orientation sexuelle ne souffre de rien. Parce que les médias, dans le traitement du cas Shakiro, ils sont allés un peu très fort. Ils se sont même permis de dire des choses qui ne sont pas. Mais ça n'a jamais menacé en rien mon orientation sexuelle parce que comme je dis, dans cette orientation sexuelle, je suis complètement assise. Et honnêtement, je ne vois même pas ce qui pourrait ébranler cela. Si je dois dire quelque chose vis-à-vis de ce traitement-là, je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage parce que les gens devraient se cultiver un peu. Parce que même si on est homophobe, il faudrait qu'on se cultive un peu. C'est un peu ça. D'accord. Merci. Ce qui met en fait un terme à la première partie de notre entretien. On va maintenant passer à la deuxième partie, qui est souvent la partie la plus fun, la plus légère, et qui nous permet d'étendre notre culture, qu'elle soit générale ou LGBT. On va te poser une série de questions et tu nous diras la première chose qui te vient à l'esprit. Et si je te dis un personnage historique queer, à qui tu penses? Personnage historique queer, vraiment, en toute sincérité, j'apprécie beaucoup. Elle s'appelle... c'est elle ou il, je sais pas trop parce qu'elle est transgenre, c'est Marsha P. Johnson. Marsha P, d'accord. Un héros ou une héroïne queer? Alors, il y en a tellement. Un héros ou une héroïne queer.
On peut passer la question parce que là, je sais pas trop qui je vais citer et laisser tomber. C'est l'autre. Pas de souci. Un auteur ou une auteure? Auteur de quoi? Roman, film. Comment on l'appelle? Elle est actrice en fait. Elle est blanche. D'accord. J'adore beaucoup ses rôles. Ruby Rose. Française? Ruby Rose, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on est passé de auteur à acteur? Elle est auteur aussi? Non, mais... Elle a dit. Tu l'as pas fait. Oh, putain. Non, mais c'est Gaëlle qui fait son exigeant. Non, mais c'est vrai, on parle d'auteur, mais, enfin, oui, auteur de films, de séries. Bon, là, je sais pas si elle est, enfin, Ruby Rose, je pense qu'elle est principalement actrice. Après, je sais pas si elle a fait des films, mais bon, Ah, d'accord. Oh. Bon, moi, c'est pas grave, mais après. Il y a un livre, oui. Vas-y. Le nom m'échappe. Mais, enfin, il y a un livre que je suis en train de lire en ligne, là. Je lis en ligne sur une page Facebook. Le nom de l'auteur m'échappe. Le titre, c'est Homo Romance. Le nom va me revenir. Elle est française. Ok. Un plat ou un mets? Le sangha. Un animal? Le poisson. Moi, je trouve ça mignon, un poisson dans Un aquarium? Ouais, dans un aquarium. J'adore. Ok. Surtout si c'est un poisson chat. Ou chatte. Une phobie? Ok. Les souris. Je déteste. Oula, franchement, j'ai horreur. Je peux faire tout ce que tu veux, mais pas de souris, vraiment. Un hobby? La lecture et l'écriture. Tu écris? Oui, ça m'arrive. Ok. Une série queer? Orange is the New Black. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette série aussi. J'adore. Je noie tout le temps. Ouais, trop marrant. J'adore. Ouais, un film queer? La vie d'Adèle. J'en ai plein qui... Très bon choix. Des fois, mon cerveau, c'est souvent comme un robinet, hein, ça s'ouvre quand ça veut. Du moins, La vie d'Adèle, j'ai adoré. C'est vrai, j'ai pas trop aimé la fin, mais j'ai adoré La vie d'Adèle. Parfait. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le risque aussi parce que ta fonction, parce que le pays dans lequel tu te trouves et parce que l'environnement du Cameroun. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée? Non, jusqu'ici. Tout va bien. Jessica, merci pour ton honnêteté. Ça va, c'est plutôt moi qui vous remercie parce que ça m'a permis je ne suis pas très souvent, mais je me sens super bien. Et ça m'a permis de m'exprimer, voilà, de partager d'autres choses avec vous. J'espère que, voilà, les réponses à mes questions vous ont apporté beaucoup d'édifices et voilà. Merci de m'avoir permis de participer. C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queerafro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine. Au revoir.